téléspectateurs, vous êtes sur Canal D avec Joe Wadou, le premier reporter de terrain, parce que le criminel revient toujours sur le lieu du crime. C'est ici, dans ce parking présidentiel, que dis-je, dans le parking de la présidence, que serait parti ce matin le président. Démission, décès, disparition, que sais-je, que dis-je. Nous sommes sur les pas du président de la République, que nous cherchons tous. Restez sur Canal D, votre chaîne avec Joe Wadou. Stay tuned. Monsieur le Président, dans quelques instants, vous prenez l'avion pour New York. Quels sont les motifs de ce voyage? Le 24 octobre dernier, l'Assemblée législative du Cameroun, sur proposition du gouvernement que j'ai l'honneur de présider, a demandé à la France d'intervenir auprès de l'Organisation des Nations Unies Tumulte et agitation au palais après la soudaine et curieuse disparition du président. Disparition qui suscite plusieurs interrogations sur les étranges conditions et raisons de son départ. Comment le président a-t-il pu quitter le palais sans qu'on le sache? Quel était son itinéraire et sa destination finale? De nombreuses questions fusent dans les esprits qui aimeraient bien élucider cette mystérieuse affaire. Vous parlez de cet homme comme si vous le connaissiez. Et c'est vrai que vous le connaissez. Vous avez vos réseaux, vos informateurs, la télévision, l'Internet. Vous entendez les bruits et les rumeurs. Vous connaissez le président, mes amis. Ça commence à devenir de plus en plus difficile. On dirait un signe qui annonce la fin d'une longue destinée. Ouais. 42 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, John? Je crois qu'il faut surtout pas y songer. Faut laisser agir le temps. Que moi, Joe Wadou, votre serviteur, entretient, n'est-ce pas, avec le président, est un rapport télévisuel, donc hypnotique. Car c'est à travers le petit écran qu'il a rythmé tous les moments de ma vie. Je suis né alors que le président était déjà président. J'ai appris à marcher alors que le président était toujours le président. J'ai appris à parler. Je suis allé, n'est-ce pas, à l'école maternelle, primaire, secondaire, à l'université. Le président était toujours le président. Maintenant, je fais moi-même de la télévision et le président est toujours le président. Vous comprenez, n'est-ce pas, que cette disparition est un tournant important de ma vie et de la vie de toute une génération. Mais il n'a pas toujours été l'homme que vous voyez aujourd'hui. Cet homme encore puissant, mais déjà fatigué, dont le moindre geste, le moindre silence est commenté. Depuis les fastes du palais jusqu'aux ruelles les plus bourbeuses des bas quartiers. Mais celui donc, je me souviens, celui qui m'a envoyé à cet endroit parmi vous, celui qui m'a appelé son ami. Nous ne sommes plus qu'une poignée à le connaître réellement. Or, moi je l'ai connu dans les années 60. Nous avons fait des études de droit ensemble. Et nous sommes entrés au service du vieux. Or, nous rêvions de transformer ce pays en un endroit où chacun aurait sa place.
nous venions d'avoir les indépendances, mes amis, nous pouvions enfin décider de notre avenir. Le pays était à construire et nous avions la chance d'être parmi les élus. Si ici, personne n'a jamais, n'est-ce pas, choisi son président, encore moins celui qui vous parle, Canal D sera le premier choix d'une nouvelle génération. Un choix télévisuel qui, par ricochet, est un choix, n'est-ce pas, présidentiel. Qui dit télévision dit star. Notre président est, n'est-ce pas, une star. Il a les plus belles femmes, les plus belles voitures, tout l'argent du pays qu'il distribue à qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut. Et il a des millions de groupies. La sécurité alors, toute l'armée, toute la police du pays ne protège que lui. Même quand il passe à la télévision, toutes les chaînes, y compris Canal D, votre chaîne, n'est-ce pas, préférée, arrêtent leur programme pour ne parler que de lui. Ici, être président, c'est vivre, n'est-ce pas, en Hollywood, inimaginable. Nous avons continué comme ça. Nous étions obligés de nous fréquenter. Il était même devenu mon supérieur hiérarchique. Mais il me faisait confiance. Il savait que seul l'intérêt du pays me préoccupait. Croyez-le ou non, je n'ai jamais détourné un centime. Lui non plus d'ailleurs. À l'époque. Et puis le jeu est parti et il est devenu président. Nos rapports se sont rapidement dégradés. Il était pour un statu quo. J'étais pour des réformes en profondeur. Il y a 20 ans. Alors qu'il me connaissait depuis toujours, eh bien, ses proches, ces nouveaux vautours qui avaient occupé les hautes fonctions, l'ont convaincu que je préparais un coup d'État et qu'il fallait m'éliminer. Mes hommes sont avec lui. Je suis au courant de tous ses mouvements. Et si jamais quelque chose sort de l'ordinaire, je vais être immédiatement informé. Comme l'impression qu'on tourne en rond. Vous croyez vraiment qu'on est perdu?
qu'il y a dans ton dossier? Dans l'hypothèse où le président de la République n'est plus là, il est prévu des mécanismes institutionnels qui concernent ce qu'on appelle la vacance du pouvoir, c'est-à-dire la gestion de la période pendant laquelle l'ancien président n'est plus en place et que pour assurer le fonctionnement de l'État, on désigne une direction provisoire. Selon ce qui est prévu depuis 1996 dans la Constitution, c'est le président du Sénat qui doit pouvoir assurer cette vacance du pouvoir pendant un certain temps avant que, à l'issue de nouvelles élections, soit désigné un nouveau président de la République. Seulement, depuis 1996, date à laquelle la Constitution a fait l'objet d'une révision, l'institution particulière qu'est le Sénat n'a jamais été matérialisée. Ce n'est pas le président, qui n'est qu'une autorité constituée, qui doit choisir celui qui va le remplacer. C'est le souverain populaire qui est doté du pouvoir constituant qui doit choisir celui qui doit exercer les fonctions de président de la République. Si nous avons un cadre qui est formellement annoncé comme un cadre démocratique, ce système institutionnel démocratique n'est pas matérialisé. Et il n'est pas matérialisé depuis la Constitution, parce que la Constitution conserve une division du pouvoir qui reste extrêmement favorable aux organes de l'exécutif et particulièrement au président de la République, qui, au vu des prérogatives et des compétences qui lui sont attribuées par cette Constitution, est en fait un super pouvoir. Le président de la République reste dans une posture et une stature impériale, lui permettant de structurer le jeu politique. Et en réalité, ce président est un souverain. Ça veut dire qu'il prend une forme monarchique et il est capable de concurrencer le souverain nominal et formel, celui qui est expressément désigné en tant que tel dans la Constitution, qui est le peuple. Depuis des années, j'ai toujours pris ce chemin jusqu'au village. Et vous ne parvenez pas à retrouver le bitume? Cette femme exagère, Monsieur le Président. Allô? Monsieur le Président, veuillez m'excuser, mais j'ai des dossiers importants à régler et je n'ai été prévenu de cette réunion qu'à la dernière minute. Monsieur le Président. Du coq filémé.
Du coq filmé. Du coq filmé. Du coq filmé. Du coq filmé. Ici Joe Wodou, le premier reporter, n'est-ce pas, de terrain du très nouveau paysage audiovisuel camerounais. Pourquoi le terrain? Parce que le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Les faits, uniquement les faits. Parce que l'erreur est, n'est-ce pas, humaine. Nous avons le démenti avec grand D. La déontologie oblige, encore un D. Venons-en aux faits. C'est ici même que le président serait parti dans une direction, n'est-ce pas, inconnue. Allait-il dans son village comme d'habitude? Si c'est le cas, il n'est jamais arrivé. Disparition, décès, démission. Si c'est le cas, il n'est jamais arrivé. Disparition, décès, démission, 3D. Ou alors, enlèvement, F, fuite. Toutes les hypothèses restent, n'est-ce pas, ouvertes. Canal D vous fera tellement la lumière sur le président que vous en serez, n'est-ce pas, ébloui. Tant pis si le brouillard vous emporte, c'est le prix de la vérité. Je suis Joe Wodou, votre serviteur. Et j'ai juré devant une caméra, devant vous, que je ne fuirai jamais devant le mensonge qui plane dans ce pays. Je suis le commando, n'est-ce pas, de la vérité. Ma mission est de détruire le spectre qui plane dans ce pays et l'empêche de voir la lumière. Il me semble que j'avance vers un océan de désert. Et je ne reconnais plus rien. Ai-je eu seulement le temps de venir? Dans cette nature qui semble être étrange, alors que c'est la mienne et celle de mon peuple. J'ai honte de faire mon mea culpa. C'est mon peuple, mon pays, ma nature. Arrêtez de chanter dans le village depuis que le tambour sacré annonce l'orage. Depuis les nombreux conseils des vieux sages et les rituels des marabouts au bord du rivage. La nouvelle fut dite par la plus vieille barbe, sous l'ombre du plus vieux témoin, le baobab. Notre souverain roi est malade, prions pour lui, car le malheur jamais ne tarde. De frapper à la porte de l'inconnu, mais de sa majesté le roi, qui de nous l'aurait cru? Il y a les forts, les faibles et les peureux. Il y a déjà ceux pour qui la santé du roi importait peu. Il y a ceux qui craignent pour la population et ceux qui déjà sucent le son de la succession. Le village avait changé de visage. Rien du futur n'annonçait un bon présage. Des notables aux griots jusqu'aux sages, tous étaient devenus de nouveaux personnages. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Petit à petit, comme un effet magique, chaque notable découvrait sa différence ethnique. À chaque enfant, on comptait l'ingratitude de la race venant du nord ou de ceux venant du sud. Entre sages et notables, deux camps. Les frères, les fils et les cousins du roi, deux camps. Entre autochtones du village de Caen, plus personne ne se rendait désormais au champ.
Les machettes étaient aiguisées chaque matin. Ça viendra le jour où je vais découper le voisin. Même mourant le roi demandait des fois comment va le peuple, comment vont les villageois. Sages et notables répondaient d'une même voix. Tout va pour le mieux, il se porte bien mon roi. Nos récoltes seront bonnes cette année, même si ça fait 3 mois qu'aucune pluie n'est tombée. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le problème d'un roi est la distance entre la vérité reçue et ce que le peuple pense de lui. Malgré la tension qui devenait immense, c'est sur les mêmes mélodies que le griot du roi danse. Le miel attire les mouches, la pourriture aussi. La royauté attire du monde, mais la chute aussi. Les riches ont fait partie, femmes et enfants. Dans le village, il ne restait que les familles des pauvres gens. Victimes innocentes des manigances, si proches d'un futur teinté de violence. Les ennemis anciens amis du roi attendent. Ils attendent patiemment que le naturel le ponde, afin que coule le son de la vengeance. Soigner les plaies ouvertes par tant d'années d'allégeance. Le roi va mourir, le village le sait. À l'après lui, même le roi n'y avait pas pensé. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, le président serait allé chez un rappeur nommé Valsero, le général Valsero. Il semblerait, n'est-ce pas, que le président lui aurait proposé de le remplacer au poste de président de la République. Nous attendons la fin de cette réunion pour savoir si oui ou non le général Valsero a accepté. J'ai eu le plaisir à venir vous rencontrer parce que j'ai reçu votre courrier. Il a sensibilisé mon entourage et attiré aussi mon attention. Raison pour laquelle j'ai tenu à discuter avec vous, mais pas palabrer. Parce que j'estime qu'aujourd'hui vous incarnez une certaine jeunesse qui a besoin d'aller vers l'avant. Nous sommes dans un monde qui est perpétuellement en mouvement. Et je pense que notre pays ne peut pas échapper à ce décollage aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit sur le plan économique, sportif, musical, pourquoi pas. Alors la question que je me pose aujourd'hui, s'il fallait trouver un successeur à cette lourde tâche qui est celle du président de la République, est-ce qu'un chanteur, un footballeur, d'après vous, serait prêt à accepter d'endosser cette responsabilité? Mais est-ce que vous pensez que venir ici, venir me rencontrer ici, règle le problème de toute cette jeunesse qui jusqu'à aujourd'hui continue de vous regarder en se posant des questions sur qu'est-ce que vous allez faire de leur avenir? Je pense que tel était votre vœu. La lettre que vous m'avez adressée, non, c'était dans le cadre de la jeunesse qui souffrait, qui ne trouvait pas du travail après les universités. Oui, mais c'était pas pour que vous veniez me voir. Vous voulez bien qu'on en parle, alors je suis là pour ça. Que parlez-vous d'un pays où le contexte aujourd'hui est voué à la débrouillardise? Aujourd'hui, on a un plus grand nombre de bensikineurs. Et le nombre de bensikineurs augmente avec le nombre de chômeurs. On a un plus grand nombre de callboxeurs parce qu'aujourd'hui, la jeunesse se retrouve dans la rue et ne sache pas. C'est un commerce informel, monsieur. Et ce commerce-là ne paye ni taxes ni impôts. Est-ce que vous le savez? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est ça qui est catastrophique. Pour la simple raison que le bensikin est une dévalorisation de la condition humaine. Quand on voit des jeunes aujourd'hui qui risquent leur vie à tombeau ouvert, sans casque, sans rien, dans la rue, à conduire la moto sous le soleil, même après une licence, on peut quand même perdre le nord. C'est pareil pour le callbox. C'est une question de réforme, d'abord du code de la route, qui voudrait en sorte que le bensikin... Non, on ne peut pas, excusez-moi, Monsieur le Président, on ne peut pas mettre les défaillances de tout un système au niveau d'une réforme du code de la route. On ne peut pas mettre un policier derrière n'importe ben qui s'y meurt. Je suis d'accord. Vous savez, vous êtes tellement loin de chez nous, c'est des bensikineurs qu'on les appelle. Je ne crois pas être loin de chez vous. Pensez-vous vraiment que ce soit la faute du président si les jeunes sortant de l'université ne trouvent pas du travail? La solution est de donner à des jeunes les moyens
de vivre dans leur pays. Il faudrait que des jeunes qui vont à l'école, qui ont des diplômes et un emploi. Alors, si vous ne pouvez pas garantir ça à la jeunesse, si vous ne pouvez pas leur garantir qu'après des études, on peut aboutir à un emploi, pourquoi 80% des diplômés se retrouvent au chômage si le système n'a pas échoué? Alors, ce n'est pas forcément au président de savoir si le jeune sortant de l'université n'a pas trouvé du travail. Mais vous savez, ce qui est terrible, Monsieur le Président, c'est qu'on parle tous au nom du président de la République. Et le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Condition féminine et tout ce que vous voulez sont nommés par vous. Le ministre des Sports, que vous maintenez en place, que vous devrez mettre en prison depuis des années, il est là et il n'arrive même pas à refaire le stade, l'unique stade qu'on a. On n'a pas de salle de concert, on n'a pas de salle pour le cinéma, on a de salle pour rien. Ces métiers de l'informel, aujourd'hui, ceux qui se font de l'argent, qui se font un semblant d'argent, si vous permettez, c'est les colboxeurs et les bensikineurs. Parce qu'après, on peut vivre à 100 francs, 500 francs la journée. Mais un être humain ne devrait pas vivre avec 500 francs la journée s'il a une licence. C'est pas possible. C'est contre ça que la jeunesse insurge. C'est contre ça que la jeunesse milite. La jeunesse est fatiguée de faire office de cobaye, de chair à canon. Parce que quand vous allez en boîte, vous savez qui sont les stars, Monsieur le Président? Ce sont vos ministres. Ils sont avec les petites filles. Ils sont là. Ils font les grands. Ils se baladent en voiture immatriculée, service administratif, tout ça. Les grosses voitures que vous achetez pour mettre à leur disposition. Ils se promènent avec dans les quartiers. C'est tout. Et ça, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne savez pas. Vous devriez le savoir. À supposer que vous soyez à ma place, que feriez-vous? Excusez-moi, Monsieur le Président. Quand le corps est malade, c'est parce que la tête, elle va pas bien. Et aujourd'hui, on a la tête de l'État. Je vous trouve très philosophe, monsieur. Oui, parce que vous vous êtes peut-être dit, dans votre manière de voir, que la jeunesse, elle est totalement amorphe, condamnée à boire, totalement stupide et qu'elle ne vaut pas grand-chose. Vous serez étonné que la jeunesse ait l'impression qu'avec votre déplacement jusqu'ici, ce soit un autre piège. Je peux peut-être l'interpréter comme ça, si vous permettez, si ça ne vous manque pas de respect. Non, monsieur Valsero, je pense que nous allons arrêter aujourd'hui cette conversation. Si l'occasion me permet, je vous inviterai dans un autre lieu que chez vous. On pourra peut-être mieux en discuter et mettre les cartes sur la table et savoir qui va me succéder. Peut-être que vous et moi, on trouvera la solution. Au cours de ce voyage, le président et le principal leader d'opposition se seraient rencontrés dans un hôtel appartenant à ce dernier. L'opposant l'aurait reconnu et invité à prendre un verre et ils auraient échangé pendant près d'une demi-heure. Il semble que ce soit dans cet hôtel que le président aurait rencontré le leader de l'opposition. Quel était l'objet de leur échange? Le président lui a-t-il fait part de ses intentions de quitter le pouvoir ou lui aurait-il parlé du Congrès? Êtes-vous pas amusé par les règles de la situation? Je suis un homme politique loyal. C'est à la loyale que je combats mes adversaires. On ne peut pas dire autant de vous. Vous avez monopolisé tous les échelons du pouvoir. L'opposition n'a aucune chance. Vous êtes parvenus à nous diviser. Vous avez acheté beaucoup d'entre nous. Si vous voulez mon avis, Monsieur le Président, je pense que être chef d'État, c'est avant tout une question de responsabilité. Le pouvoir nous donne des obligations. Qu'est-ce qui arrive de cette fois? On paie un enfant dans l'hôpital. Il a mis tout un gouvernement ne parvient à consolider qui a sa vérité. Mais je suis vraiment déçue de mon pays. Donc, à un moment donné, on doit aussi dire non. Parce que si on continue comme ça, je ne vois pas le futur de notre pays. Beaucoup de choses ne marchent pas et ça doit changer. À force d'être enfermés dans les hautes sphères, nous en venons à oublier les gens. Monsieur le Président, quelle est la dernière fois où vous avez rencontré un homme simple? Un homme, une femme qui vous parle de leurs histoires de tous les jours.
Le pouvoir. Parfois, je me demande si c'est pouvoir faire quelque chose ou avoir les capacités de le faire. Ou alors avoir la force et l'énergie nécessaire de le faire. Parfois, je me demande si c'est quelque chose qu'on tient entre ses mains, comme ça, et on se dit, ouais, là, je tiens. Mais quand on vient dans le contexte africain, on peut aller encore plus loin. Parfois, on se demande le pouvoir, c'est quoi? Est-ce que c'est la capacité à avoir des décisions de vie ou de mort, ou alors la capacité de décider qui doit bien vivre ou qui ne doit pas bien vivre. Au Cameroun et comme dans la plupart des États africains, le pouvoir se résumait à quelque chose de dictatorial. Voilà, c'est devenu la capacité à manipuler un peuple, la capacité à assujettir un peuple, la capacité à piétiner un peuple, à le rendre complice de sa propre mort. Alors aujourd'hui, l'Afrique est partie pour ça, le Cameroun est parti pour vivre de longues années d'agonie encore. Mais il ne faudra pas qu'on perde de vue notre pouvoir à nous. Et c'est ça, le reste c'est un constat. On peut constater que ça ne va pas bien, on peut constater qu'on a faim, qu'on est mal logé, mais on a également le pouvoir à nous d'arrêter ça. Excuse-moi, Prési, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne ne parle. Et si ces fentes politiques paraît qu'ils suivent ton programme, mais toi qui as décidé de nous exclure de la gamme. Tu veux savoir, Prési, pourquoi pour nous ça marche pas? Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde-tu l'autre toit, ces fillettes n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école c'est plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, tes ministres friment dans nos rues en Prado. Ah, Prési, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, Prési, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Prési, tes potes vivent au bled comme s'ils sont de passage. Ils amassent des fortunes, spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance, ils frustrent le peuple, ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de service d'un président dépassé. Ils n'ont qu'un rêve te remplacer, prendre ta place est un objectif déclaré. Précis, le Cameroun va mal, malgré la paix le Cameroun lui va très mal. Les Camerounais souffrent de martyrs, ils crèvent de faim, y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi, le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Précis, les jeunes ne rêvent plus. Précis, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice et bascule. Et quand le monde avance, nous au bled on recule. Précis, tes potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y Précis, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Qu'on te le dise par 2 fois, fais ton job et ton job c'est d'arrêter ça. Ah Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Il a écarté notre homme, mais c'est pas grave. Moïse,
C'est toi qui dois me tuer. Dis-moi au moins qui t'a payé. Donne-moi le nom de la personne qui t'a donné l'argent pour m'exécuter. Je n'ai besoin de personne pour cela, Aladji. Depuis le temps que vous me traitez comme un esclave. Esclave? Tu connais des esclaves qui ont des maisons comme la tienne? Tu crois peut-être que j'ignore le nombre de trafics que tu gères, hein? Et tous ces dossiers que tu fais passer? Ok. Aladji, vous en savez un peu trop. Je dois maintenant vous tuer. Chers téléspectateurs, j'aime mon métier. Vous ne pouvez pas savoir à quel point votre serviteur Joe Wodou aime son métier. Le commando de la vérité que je suis n'arrive plus à démêler le vrai du faux. Mais comme j'ai prêté serment devant une caméra et devant vous, je ne sais comment vous dire par quel miracle notre cher président disparu se retrouve désormais partout. Votre chaîne Canal D dispose du plus important réseau d'informateurs composé de Ben Skinner, encore appelé Moto Taxi, ou de Callboxer, qu'on pourrait appeler cabine téléphonique humaine. Ce réseau, déployé à travers le territoire, n'est-ce pas, national, a pu recouper les informations concordantes, nous confirmant que le président a été vu au marché avec des femmes, qu'on a vu le président sur une moto, qu'on aurait vu le président à la gare routière. Qui est-ce? C'est moi. Qui est-ce? C'est moi. Je voulais... Tu dois être épuisé. Viens. À quoi t'attendais-tu quand tu utilisais ton pouvoir de nomination pour détruire les élites? Que croyais-tu allait advenir quand tu chassais toute pensée de ce pays? Tu veux penser maintenant? Avec qui? Ici, on ne pense plus. Tu as des problèmes. Si tu as des problèmes, mon cher, c'est parce que tu as toujours fui ton travail qui consistait justement à régler les problèmes. À quoi pensais-tu quand tu te servais de la corruption et de la misère pour acheter les consciences et te maintenir au pouvoir? Quel pays pensais-tu créer quand tu manipulais ainsi les lois? Quel avenir voyais-tu pour ce pays quand tu sémais autant de divisions? Ton job, c'était de régler les problèmes. Installe-toi.
Tu as mangé? Juste un sandwich. Un sandwich? Toi? Oui. Je vais te chercher quelque chose. Et enlève ta capuche d'Aladi. Ici, personne ne risque de venir pour te reconnaître. Voilà. Ok. Mets-le. Ah. Tu as toujours été un bon cordon bleu, Jeanne. Ah oui? Mais ça t'a pas empêché de m'abandonner pour une autre. C'était de la politique, tu sais bien. Oui, je sais. J'avais alors compris que je n'étais qu'un enfant, qu'il ne vivrait pas assez pour devenir grand-père. Tout ça, c'est du passé, Jeanne. C'est du passé. C'est du passé, je sais. T'inquiète pas. Je ne te reproche rien, tu sais. Qu'est-ce qui se passe à la capitale? Pourquoi tu es venu? Je ne sais plus. Il n'y a qu'à toi que je peux le dire. Je me suis perdu en chemin. J'avais rêvé pour ce pays. Mais j'ai l'impression que je l'ai oublié. Tout autour de moi, il n'y a que mensonges. Complot. Pourquoi tu t'obstines? Personne ne te force à repartir. Je peux vous poser une question, Monsieur le Président? Pourquoi faites-vous tout ceci? Deux squelettes calcinés, les services de la présidence viennent de confirmer qu'il s'agissait bien du véhicule avec lequel le président a mystérieusement quitté le palais il y a quelques jours. Ces mêmes sources sûres d'informations viennent de me confirmer qu'on aurait vu le président au paradis avec sa défunte épouse. Il semblerait, n'est-ce pas, que celle-ci n'aurait pas été tendre envers lui, lui imputant le malheur, n'est-ce pas, de millions de Camerounais. Mais Canal D étant un média sérieux, nous avons mis en place une commission d'enquête pour recouper cette information qui nous semble contradictoire. S'il est vrai que le président, n'est-ce pas, n'aurait pas été bon envers son peuple, que fait-il au paradis?
Nous attendons le résultat de cette commission d'enquête descendue sur le terrain. Ici, Joe Wodou pour Canal D. Stay tuned. Je viens de parler au capot. Il semble que les choses bougent au palais. D'après lui, vous ne devez pas assister au combat. Pour quelle raison? Le capot n'est pas rentré dans les détails. Mais il semble que quelque chose se prépare. D'après lui, certains de vos dauphins n'en peuvent plus attendre. Alors ils veulent accélérer le mouvement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils vous ont déclenché l'opération Brutus. Ils veulent me tuer. Un enfant m'a dit qu'il voulait être président de la République pour être à l'abri. Est-ce ainsi que nous avons élevé nos enfants et que persistent des relents de tribalisme qui se transmettent de père en fils? Voilà 2 jours que j'ai pris la route comme un voleur. Le miroir qui m'est tendu me renvoie une image qui ne me plaît pas. Quelque chose s'est brisé. Mais quoi? Notre pays est en train de vivre un moment, n'est-ce pas, historique, 42 ans plus tard. S'il est vrai que notre président a nommé les médiocres à des postes pour mieux écraser les compétents, le temps est venu où le Camerounais a besoin d'excellence. S'il est vrai que notre président a utilisé le désordre pour mieux gérer les hommes, le temps où le Cameroun a besoin d'ordre est là. S'il est vrai que notre président a mis en concurrence les élites d'un même village, divisant ainsi pour mieux régner, le temps est venu au Cameroun de fédérer les uns et les autres. S'il est vrai que notre président s'est plus préoccupé de satisfaire les désirs des vieux, le temps est venu de s'occuper des jeunes. S'il est vrai que notre président a voulu tenir les personnes brillantes, le temps est venu de lâcher le génie camerounais. S'il est vrai que notre président a cru à l'administration pour développer le Cameroun, le temps est venu de se rendre compte qu'elle n'a pas été mise en place pour ça, au contraire. S'il est vrai que notre président s'est servi du pays comme un gâteau à partager, le temps est venu que le Cameroun soit considéré comme une plantation qui a besoin d'augmenter sa production afin que tous aient à manger. Tu es jeune, cousin, et tu es fort. Ton avenir est en tes mains, tu n'es pas mort. Crois pas tout ce qu'ils racontent, eux ils sont morts. Car ce qui ne te tue pas, frère, te rend plus fort. Tu es jeune, cousine, ne fais pas la morte. Exploite la force de la jeunesse que la vie t'accorde. Si tu tombes, relève-toi et sois plus forte. C'est quand tu es jeune que dans ton cœur circule la force. Relève la tête, mon frère, et secoue-toi. Et il y a en toi la force qu'il faut, vas-y, puise-la. Libère ton énergie, exprime-toi. Et tu pourras briser les chaînes de ce système infernal. Et tu pourras briser les chaînes de ce système infernal. Et tu pourras briser les chaînes de ce système infernal. Car tu es jeune et tu es fort. Yes, je suis jeune et je suis fort. Mon avenir est entre mes mains, je ne suis pas mort. Je veux travailler dur, faut que je m'en sorte. Être le meilleur, quoi que je fasse, je ferai qu'en sorte. Je suis jeune et je suis fort. Monsieur le Président, où que vous vous trouvez, je sais que vous nous regardez. Aussi, je voudrais vous faire savoir que puisque je dois vous succéder, je vais être obligé de détruire ce que vous avez construit. Vous convenez avec moi que le système dont j'hérite aujourd'hui n'a pas produit le développement dont nous rêvions tous.
à qui la faute? Ne dit-on pas que le fils doit tuer le père? Comment aider ceux qui souffrent quand ce sont ceux-là eux-mêmes qui font le mal? Drôle de pays dont vous me confiez la gestion. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, nous allons devoir apprendre à faire de la politique comme partout ailleurs, avec d'un côté les pauvres et de l'autre les riches. Car c'est avant tout de la répartition des richesses dont il est question. Quand il s'agit des forces politiques dans un pays, nous devons nous débarrasser des autres conceptions de la politique qui sont d'un autre âge. Nous les femmes, nous devons apprendre à faire comme tout le monde, en nous organisant pour que notre situation change, au lieu de nous en remettre sans cesse aux hommes et à Dieu. Notre pays ne va plus faire chemin à part, avec des pratiques et des méthodes qu'on ne trouve qu'ici. Nous ne serons plus une exception à l'humanité. Nous serons un pays normal. Nous assumons que nous avons tous les mêmes fondamentaux et les mêmes valeurs. S'il est vrai que nous avons tous le même père et la même mère, ce n'est pas comme ça qu'ils nous ont élevés. Je vous préviens, je ne vais pas voler avec vous. Pire encore, je vais vous empêcher de voler. Je vais vous livrer aux propriétaires des différents biens détournés et vous payerez jusqu'au dernier centime. Car celui qui est mon frère ne vole pas. Mes chers compatriotes, identifions les faux frères, collons-leur une étiquette, combattons-les et chassons-les de la gestion de toute chose publique qui nous appartient. Utilisons toutes les voies légales pour qu'ils paient et arrêtons de souffrir le martyre en leur nom. Arrêtons d'être des frères de ces mauvais frères. Je voudrais m'adresser à présent à tous laissés à notre tour. Ceux-là qui disent que c'est à leur tour de manger. Quand vous dites « c'est notre tour de manger », vous portez une accusation sur tous ceux qui ont servi ce pays avant vous, en assumant qu'ils ont profité de l'État alors qu'ils recevaient une rétribution légitime à leur travail. C'est d'eux dont nous avons hérité ce pays. Nous devons leur rendre hommage et bientôt nos rues porteront leur nom. À cela je dis, un pays n'est pas un gâteau, mais une plantation. Plus on a des bras, plus grand sera la récolte et plus il y aura à manger pour tous. À tous les cousins qui se déchirent pour une guerre de leadership, je dis que s'il y a une revanche à prendre, ce n'est pas contre vous, mes frères. À tous ceux qui s'attaquent à la diaspora, je dis qu'il n'y en a pas qui méritent plus que d'autres d'être de ce pays. Même les étrangers qui ont à cœur de prendre part au labour de notre plantation sont les bienvenus dans notre pays. Je vous remercie.
Maintenant, Joe Wodou, votre serviteur, n'a plus qu'un mot dans sa bouche. Que dis-je? Un mot, une lettre. Demain, un autre dé. Aujourd'hui, c'est la question qui est dans toutes les bouches. Une fois de plus, ça sera à Canal D d'inventer, n'est-ce pas, cet avenir qui nous a été volé pendant 42 ans. Mais en attendant, ce dé qui m'attend, c'est celui du sommeil. Votre serviteur Joe Wodou va dormir encore un dé avec Canal D. Stay tuned. Et je me barre.